Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, un événement organisé par le ministère de la Santé dans la région d'Arta. Et concernant le climat, l'Espagne est en voie de pulvériser ses records de chaleur avec 40 degrés pour le mois d'avril. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf et le ministre de la Défense Hassan Omar Mohamed Burhan ont pris part à la réunion ministérielle des pays contributeurs de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, connue sous l'acronyme ATMIS, à Kampala, donc capitale de l'Ouganda. Cette réunion préparatoire a abordé plusieurs sujets à l'ordre du jour, ainsi que les projets et les décisions qui seront examinés par les chefs d'État et de gouvernement des pays contributeurs de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS. Au cours de la réunion des ministres des Affaires étrangères et ministres des Défenses des pays membres de la force ATMIS, plusieurs sujets et feuilles de route qui seront examinés lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la force ATMIS ont été abordés, notamment l'évaluation de niveau de réalisation ainsi que la situation globale en matière de sécurité en Somalie compte tenu du retrait imminent du système ATMIS, intensifier les efforts et les combats contre les groupes terroristes Al-Shabaab, renforcer la coordination et les formations des forces de l'armée nationale somalienne pour prendre le relais et permettre ainsi le retrait progressif des forces de l'ATMIS. Outre Djibouti, plusieurs pays contribuent aux forces de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, notamment l'Éthiopie, le Burundi, de brigade général Tahir Ali Mohamed ont pris part à cette réunion. Et dans une intervention prononcée à cette occasion, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf a indiqué que la délégation djiboutienne remerciait le ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé et a remercié également le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, d'avoir organisé le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Nous avons reçu un document qui montre l'état actuel au Soudan. Je voudrais saisir cette opportunité pour louer les efforts des forces armées somaliennes et leur progrès réalisés sur le terrain pour reprendre le contrôle de la totalité du territoire somalien et vaincre ainsi le groupe terroriste. Je voudrais saisir cette occasion, a poursuivi le chef de la diplomatie djiboutienne, pour féliciter le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud qui réussit à surmonter les défis et challenges pour atteindre ses objectifs. Je félicite également les forces armées membres de l'ATMIS qui ne ménagent aucun effort pour assumer la pleine responsabilité de la sécurité et la stabilité de la Somalie. La mission de la force ATMIS vient à un moment crucial où il est essentiel de mettre en place un plan en vue de remettre en état la préparation et la planification pour faciliter le retrait progressif des forces membres de l'ATMIS et accélérer la création des forces mobiles et renforcer la constitution et l'intégration des forces et la protection des forces. Enfin, le soulagement pour les citoyens européens qui ont pris hier soir l'avion à destination de Paris et évacué du Soudan en toute sécurité vers la République de Djibouti, une terre d'échange et de rencontres. Les ressortissants européens ont quitté hier soir l'aéroport de Djibouti vers minuit à destination de Roissy-Charles de Gaulle où ils sont arrivés. Au total, ce sont 245 citoyens européens, tous de nationalité européenne, parmi lesquels de nombreuses femmes et enfants, ainsi que le personnel travaillant dans l'humanitaire au Soudan qui ont pris ce vol. Ces personnes prises dans l'engrenage des combats entre les deux parties en conflit au Soudan étaient soulagées en arrivant à Djibouti après avoir traversé les épreuves difficiles. Ils ont été soutenus par l'ambassade européenne et par les autorités djiboutiennes qui leur ont fourni le soutien matériel et moral nécessaire jusqu'à l'embarquement. En arrivant à l'aéroport, les forces de sécurité chargées de la gestion
dont la gendarmerie et la police ont facilité les formalités d'embarquement pour les citoyens européens, dont certains étaient éprouvés par les péripéties de l'évacuation qui s'est déroulée dans des conditions rudes. En arrivant à l'aéroport pour embarquer, certains passagers européens ont fait part de leur soulagement et ont remercié les autorités djiboutiennes pour leur soutien et leur hospitalité. D'autres passagers ont promis de revenir à Djibouti dans d'autres conditions, très touchés par l'hospitalité légendaire djiboutienne. Dans l'actualité également, l'ONU prévient les combats au Soudan risquent d'aggraver la crise humanitaire en catastrophe. C'est un commentaire de Samantha Saïd. Soudan sont en train de rapidement transformer une crise humanitaire déjà grave en catastrophe, a déclaré mardi l'adjoint du secrétaire général de l'ONU pour les affaires humanitaires. Ce qui se passe au Soudan depuis le 15 avril, lorsque les affrontements entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide ont éclaté, est un cauchemar pour les citoyens ordinaires et les travailleurs humanitaires, a-t-elle dit lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au Soudan. Ce conflit ne fera pas qu'approfondir ses besoins. Il menace également de déclencher une toute nouvelle vague de défis humanitaires. Les combats entravent massivement et mettent en péril les opérations d'aide. Une crise humanitaire est en train de se transformer rapidement en catastrophe. Plus de 450 personnes ont été tuées et plus de 4000 autres blessées. L'ONU fait fonctionner un centre à Nairobi, au Kenya, pour soutenir sa réponse rapide et se prépare à l'afflux de réfugiés dans les pays de la région, a-t-elle rappelé, ajoutant que des dizaines de milliers de personnes sont arrivées en République centrafricaine, au Tchad, en Égypte, en Éthiopie, au Soudan Sud. Dans l'actualité également, suite du lancement du réseau de recherche international de la Muraille Verte et sous l'égide du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, la présidente directrice générale de l'Institut français de recherche pour le développement, l'IRD, Valérie Verdier, le représentant de l'agence panafricaine de la Muraille Verte et le directeur du CERD ont tenu une conférence de presse sur les tenants et aboutissants du réseau de recherche international de la Muraille Verte. Les intervenants ont répondu successivement aux questions relative sur la Muraille Verte et la constitution du réseau Reset GMV posée par nos reporters et nos confrères de la presse écrite. Il est à rappeler que plusieurs journalistes africains et européens ont rejoint la conférence via le réseau en ligne. Nous proposons donc de suivre une partie de cette conférence de presse. La Muraille Verte a été lancée. La République du Djibouti, comme les autres pays parties prenantes, ont été sollicités pour préparer un petit peu leur plan d'action, leur stratégie et leur plan d'action. Et ceci a été fait à travers le ministère de l'Environnement et le CERD y a contribué aussi. Donc définir les zones qui allaient concerner pour lier le reste de la Grande Muraille Verte, mais aussi en même temps faire tout le bilan de la situation par rapport aux problématiques qui se posent. Besoin des populations locales, besoin en ressources en eau, quelles sont les terres arables, quelles sont les technicités d'irrigation, etc., etc. Les enjeux ont été particulièrement définis déjà depuis 92, le sommet de Rio, et toutes les étapes qui ont été prises, etc. 22, en octobre, le ministère, à travers le CERD, a mis en place l'Observatoire de recherche sur l'environnement et le climat, qui est en fait une démarche régionale très large auxquels participeront donc les scientifiques de la région, parce qu'il n'existe pas à l'heure actuelle une entité, un organe scientifique qui permette aux scientifiques de la région de participer ensemble. Aujourd'hui, le lancement de l'IRM est aussi une contribution en ce sens, de réfléchir, d'amener les scientifiques autour d'une même table ou à travers ce réseau-là, de pouvoir réfléchir et de savoir comment on peut résoudre les problèmes des bénéficiaires sur le terrain. Et la présidente directrice générale de l'Institut français de recherche pour le développement, Valérie Verdier, et les représentants de l'agence panafricaine de la Muraille Verte ont rappelé dans leurs interventions que ce projet couvrait 780 millions d'hectares de terres arides et semi-arides autour du Sahara et abritait 232 millions de personnes. La recherche pour le développement, une présence, disons, historique sur le continent et au travers d'un réseau de dispositifs, mais surtout de représentants de l'IRD. Donc c'est à peu près 16 représentantes au travers du continent. Et puis des dispositifs sur lesquels nous investissons, c'est-à-dire des laboratoires mixtes internationaux ou des jeunes équipes associées à l'IRD, ou encore des doctorants, l'appui à des doctorants, l'appui à des mobilités sud-nord, mais aussi sud-sud,
Donc tout cela, et Oumarou l'a montré tout à l'heure dans sa présentation, il y a eu un investissement important depuis une vingtaine d'années, enfin depuis le démarrage de la GMV, mais bien avant, dans les domaines de l'eau, de l'agroécologie, des sciences humaines et sociales. Donc c'est à travers ces dispositifs qui sont co-construits de manière équitable avec nos partenaires que nous apportons un certain nombre de connaissances, en tout cas qu'on contribue aux connaissances et puis aussi à la formation des jeunes. Il y a plus de 6000 jeunes qui ont été formés de doctorants avec un soutien de l'IRD au travers du continent. En janvier 2021, il a été annoncé 19 milliards de dollars qui doivent accompagner l'initiative pour 5 années. Des bailleurs de fonds, une dizaine, se sont prononcés sur ce montant pour accompagner, comme je l'ai dit, l'initiative. Au même moment, il a été mis en place ce qu'on appelle l'accélérateur de la Grande Navelle, sur la Grande Navelle. Cet accélérateur qui a pour mission d'accompagner la mobilisation des ressources auprès des pays suivant les annonces de financement qui ont été effectuées. À ce moment, je pense qu'il y a une situation qui est là. Il y a un montant qui a été mobilisé, mais aujourd'hui, l'accélérateur est en train de faire le bilan exact de mobilisation des ressources. Et de son côté, donc, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a indiqué que ce projet s'inscrivait dans la lutte contre les crises humanitaires et permettrait donc d'améliorer les conditions de vie tout en préservant les agro-écosystèmes dans 11 pays du Sahara et du Sahel. Ce que nous attendons, c'est que nous puissions tous travailler ensemble et apporter notre connaissance scientifique. Je parlais de ce matin de recettes, pas de recettes de cuisine, mais de recettes qui ont marché et qu'on peut s'échanger. Ça, c'est la première chose, mais également d'accueillir, d'échanger avec des chercheurs qui travaillent sur cette thématique et de s'enrichir mutuellement. Maintenant, que peut apporter Djibouti? C'est déjà l'appui politique. Vous avez vu ce matin, le Premier ministre était là. Le président de la République, au mois d'octobre, a inauguré ce grand observatoire de recherche régional pour le climat et l'environnement. Ce que nous pouvons apporter, c'est également recevoir des étudiants, des chercheurs, optimiser nos moyens scientifiques et techniques pour un véritable partenariat. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que la recherche est au cœur du développement, pas uniquement pour la GMV, mais dans tout ce qu'un pays peut avoir comme rêve de réalisation et de développement. Tout, ce n'est pas la mobilisation dans le verbe, dans la présence, c'est également dans l'action. C'est pour ça que accompagner la recherche, financer la recherche, créer des infrastructures, c'est quelque chose qui peut permettre la concrétisation de ce que nous voulons faire. Et puis identifier des partenaires fiables dans la recherche. On part de l'IRD, bien sûr, mais également identifier d'autres partenaires qui pourraient nous permettre d'avancer. À l'instar des pays membres de l'OMS, la République de Djibouti a célébré et a commémoré hier, mardi 25 avril, dans la localité de Ouéa, la journée mondiale de lutte contre le paludisme sous le thème « Il est temps de parvenir à 0 cas de paludisme ». La cérémonie de commémoration officielle a été présidée par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdilleh, et qui avait à ses côtés donc le préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheikho, le président du conseil régional Ilmi Bouh, les représentants adjoints de l'OMS et du PNUD, ainsi que la société civile de Ouéa et d'Arta. En dépit des efforts consentis au quotidien contre cette maladie, le paludisme demeure un problème crucial de santé publique en République de Djibouti, a déclaré le ministre de la Santé, et a nécessité l'engagement des plus hautes autorités et des leaders à tous les niveaux, particulièrement les communautés de la société civile. Le ministre de la Santé a informé dans son intervention que Djibouti a progressé dans son aptitude à lutter contre le paludisme en mettant à la disposition de la communauté avec des approches combinées dirigées contre le paludisme. Par ailleurs, à l'occasion de cette journée mondiale contre le paludisme, le ministère de la Santé, en collaboration avec l'OMS et le PNUD et le Fonds mondial, a organisé dans la localité de Ouéa une campagne de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée d'action. Le ministre de la Santé, accompagné de ses invités, a fait donc une visite des différents
service de poste de santé de Ouéa pour discuter avec le personnel médical. Il a également rencontré les responsables de la société civile de la localité de Ouéa pour s'informer de leurs besoins concernant le domaine de la santé. Et après avoir souhaité la bienvenue au ministre de la Santé, les deux responsables de la région d'Arta, respectivement le préfet et le président du conseil régional, ont focalisé leurs interventions sur la nécessité impérieuse de renforcer le domaine de la prévention et de la lutte antivectorielle dans les zones rurales. Cette journée marque le démarrage de toutes les semaines d'activité de sensibilisation. Alors, parmi les luttes que nous portons contre le paludisme, s'inscrit d'abord la sensibilisation, le changement de comportement. Chacun et chacune d'entre vous doit livrer une guerre sans merci contre le paludisme. C'est-à-dire la propreté, lutte contre les ordures, le flambeau et tout ce qui sème le moustique. C'est ça, la lutte contre le paludisme. Cet événement marque chaque année ce fléau, le paludisme qui tue beaucoup en Afrique, qui est un fléau qui touche tous les continents africains et pour lequel le gouvernement tente chaque année de débloquer de débloquer des sommes importantes et de mener des infrastructures dans la lutte contre le paludisme. Donc, nous sommes très heureux de participer avec vous pour cet événement et de saluer les efforts consentis non seulement par notre gouvernement et par vous-même, Excellence, mais aussi par tous nos partenaires. Et par la suite, le représentant adjoint du PNUD a salué lui aussi les efforts consentis par le ministère de la Santé en collaboration avec ses partenaires avec une baisse de la morbidité de 45%. Et le représentant adjoint de l'OMS a rendu de son côté un hommage appuyé à tout le personnel de santé qui œuvre sans relâche dans la lutte contre le paludisme. C'est un grand honneur et un plaisir de participer avec vous à la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette maladie est considérée comme l'une des plus mortelles de l'histoire de l'humanité. Vous le savez, c'est un fléau face auquel le monde entier, et le continent africain en particulier, luttent avec détermination. On estime quand même que l'Afrique, à elle seule, regroupe 95% des cas et 96% des décès dus au paludisme. À Djibouti, le paludisme est, comme partout ailleurs en Afrique, un problème de santé publique majeur. Cependant, les efforts concertés du ministère de la Santé et de ses partenaires, comme notamment le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ainsi que le système des Nations Unies, portent leurs fruits. En effet, en 2 ans, les 2 dernières années, le nombre des cas de paludisme a diminué de 45%. Dans le monde, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, insistera sur le 3e volet, qui est la mise en œuvre, et aussi sur l'importance cruciale d'atteindre les populations marginalisées grâce aux outils innovants et aux stratégies dont on dispose actuellement. Les pays touchés par le paludisme et les partenaires sont vivement encouragés à mettre en œuvre les outils et les stratégies recommandées par l'OMS, mais tout en faisant un effort de contextualisation pour toutes les personnes exposées au paludisme
et en particulier les populations les plus vulnérables. Mais nous devons tous ensemble s'armer et mieux s'outiller afin d'aider la population et notamment les plus marginalisés à se protéger contre le paludisme. La solidité de nos systèmes de santé sera le fondement de la réussite des interventions contre le paludisme. Et enfin, clôturons la série des discours. Le ministre de la Santé a longuement détaillé les enjeux de la lutte contre le paludisme qui, au-delà des aspects sanitaires, constitue un frein au développement du pays. On écoute le ministre. D'être parmi vous ce matin, ici à Ouéa, pour célébrer la journée mondiale dédiée à la lutte contre le paludisme. Djibouti se joint au reste du monde en ce jour du 25 avril 2023 pour lancer un cri à la population djiboutienne de se lever comme un seul homme afin de concourir au thème « Il est temps de parvenir à 0 cas de paludisme ». Grâce à la lutte acharnée de la population djiboutienne, mais également du ministère de la Santé, des interventions de lutte antivectorielle ont été menées, à savoir la pulvérisation intradomiciliaire dans différents quartiers de la capitale, mais également dans les régions, la distribution des moustiquaires partout donc à Djibouti, la destruction des gîtes larvaires dans les zones sensibles. Cette journée mondiale de lutte contre le paludisme donc, est célébrée chaque année et elle constitue un événement inédit et elle attire l'attention de la communauté djiboutienne que le paludisme constitue un lourd fardeau sur les familles, les communautés et le développement socio-économique des ménages. Une telle synergie qui est impulsée par le gouvernement donc, de Djibouti et avec à sa tête le chef de l'État, Haj Ismaël Omar Guelleh, et qui utilise tous les moyens nécessaires pour arriver à l'élimination du paludisme et contribuer donc à l'atteinte des objectifs de développement durable tels que l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Restez avec nous, la suite de notre journal, c'est dans quelques instants. C'est donc l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Les travaux de l'atelier de discussion sur la stratégie nationale des ressources éducatives libres battent leur plein depuis hier au Palais du Peuple. Les groupes de réflexion planchent sur 4 thématiques principales découlant des recommandations sur les ressources éducatives libres de l'UNESCO. Les débats ont permis d'analyser les forces et les faiblesses ainsi que les opportunités et les menaces dans divers domaines d'action il s'agit essentiellement de renforcer les capacités des parties prenantes pour créer, consulter, réutiliser, adapter et redistribuer les ressources éducatives libres, mais aussi l'élaboration des politiques d'accompagnement, la valorisation et d'un accès effectif, inclusif et équitable à des ressources éducatives libres de qualité et enfin de promouvoir et renforcer la coopération internationale. Notons à ce titre que les États doivent planifier stratégiquement et appuyer le renforcement des capacités, la sensibilisation et l'utilisation, la création et le partage en matière de ressources éducatives libres au niveau institutionnel et national en ciblant tous les secteurs et les niveaux de l'éducation. Ils doivent également créer ou encourager des environnements politiques favorables aux ressources éducatives libres. À l'issue de leurs travaux, les groupes de réflexion devront dégager des recommandations sur les principales voies à suivre pour l'élaboration et donc d'une stratégie nationale sur les ressources éducatives libres à même de renforcer la qualité et l'inclusion de l'éducation nationale. Pour rappel, la 40e session de la conférence générale de l'UNESCO avait fixé des buts et des objectifs pour réaliser le 4e objectif de développement durable comme l'investissement soutenu et la mise en place d'actions éducatives par les gouvernements et d'autres acteurs clés de l'éducation selon les besoins en faveur de la création, la conservation, la mise à jour régulière et l'utilisation des matériels d'éducation et de recherche et de programmes d'enseignement de haute qualité. Comment donc renforcer les capacités professionnelles des parties prenantes du REL ou de ressources éducatives libres. Donc nous sommes en train de réfléchir, ce n'est pas un groupe tout simplement des cadres du ministère de l'Éducation nationale, nous avons la société civile, nous avons une représentation en tout cas de l'enseignement supérieur, donc c'est un échantillon représentatif parce que les ressources éducatives libres touchent effectivement toute une communauté des pratiques et c'est pour cette raison que dans ce groupe 2,
on réfléchit sur une des recommandations de l'UNESCO, en tout cas sur les 5 recommandations de l'UNESCO, portant sur le renforcement des capacités des personnels, mais aussi donc, un volet sur les relations internationales. En nouvelles du monde, à présent, parlons climat. 40 degrés Celsius en avril. L'Espagne envoie de pulvériser ses records de chaleur. Explication avec Samatar Saïd. Un nouveau record de chaleur devrait être battu cette semaine en Espagne. Jeudi et vendredi, la température pourrait atteindre 40 degrés Celsius dans la vallée en Andalousie, une valeur jamais atteinte si tôt dans l'année. Au-delà du symbole, cet événement s'inscrit dans la continuité d'une tendance inquiétante. Les thermomètres montrent dans le pays et les étés grignotent le printemps en raison du changement climatique. Les risques d'incendie devraient être au plus haut dans les prochains jours. Et la chaleur n'arrange rien à la sécheresse sans précédent qui frappe le pays. Jeudi et vendredi, les 30 degrés devaient être dépassés sur toute la moitié du sud du pays. Dans la vallée, en Andalousie, la région la plus au sud, le thermomètre devrait dépasser les 35 degrés Celsius vendredi. Si elle continue à monter, la chaleur pourrait atteindre les 38 ou 40 degrés dans cette zone. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur Télé Djibouti.